OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Lancez-vous dans l'aventure de l'entreprise, comme chaque dimanche à la même heure avec Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. Dans quel domaine on entreprend aujourd'hui ? D'abord, je vais vous raconter l'histoire d'Herta. Vous savez, les saucisses, la charcuterie bien connue des Français. Et puis, on va se poser une question. Comment on peut encore fabriquer nos vêtements en France ? Et pour y répondre, ça sera notre grand témoin qui va s'y exercer. C'est Thomas Uriez, président de 1083. Vous savez, cette marque de jeans qui sont entièrement fabriqués en France. Et on terminera en se posant une question également, c'est comment le financement participatif peut-il être une solution pour un financement efficace des entreprises ? Est-ce que ça marche justement ? C'est une question que vous nous posez beaucoup sur le répondeur de Sud Radio. Allez, avant ça, en partenariat avec le magazine Entreprendre, et comme chaque semaine, on se plonge dans l'histoire d'une saga, dans la saga d'une marque, la marque Herta. Thomas, vous nous racontez comment cette entreprise est devenue une référence dans la charcuterie en France. Oui, c'est une belle histoire qui commence en 1897 quand Ludwig Wilhelmine fonde leur commerce de charcuterie à Herten, en Allemagne. Leur fils Karl, en 1947, décide de baptiser l'entreprise du nom de Herta. Mais c'est véritablement à partir des années 60 que l'aventure va prendre son envol lorsque Herta entre sur le marché français. Exactement, c'est là qu'elle se fait connaître par son innovation. Comment ça se passe ? En 1963, Jean-Marie, Herta s'implante en France et ouvre 5 usines avec déjà un grand nombre d'employés. La véritable innovation réside dans ces charcuteries coupées et préemballées, un concept nouveau pour l'époque. Cela répondait aux attentes des consommateurs qui découvraient le libre service dans les supermarchés. Puis en 1975, Herta lance la célèbre Knacky originale qui devient un véritable classique des cuisines françaises. Et la marque s'arrête pas là d'ailleurs ? Non, pas du tout. Au fil des années, Herta a su se diversifier. En 1984, elle se lance dans les croque-monsieur en rachetant Supraliment. Puis en 86, elle est rachetée par le groupe Nestlé et élargit sa gamme en lançant les premières pâtes à tarte à dérouler. En 1994, Herta innove encore en proposant la première pâte à pizza prête à l'emploi. Et ce n'est pas tout. En 2001, elle signe une charte de qualité puis s'engage dans la santé avec des produits moins gras et moins salés. Oui, c'était dans l'air du temps, c'était même précurseur. Au fil du temps, Herta du coup va garder une longueur d'avance ? Oui, parce qu'en 2017, elle révolutionne encore le marché avec une gamme de jambon sans nitrite. En 2018, c'est au tour de Knacky Végétal, un produit inédit à base de blé et de pois. Et en 2020, Nestlé décide de céder une partie de la branche charcuterie à un groupe espagnol qui s'appelle Casa Taradella. Bon, ils ont bien fait de pas rentrer en France avec la spécialité allemande qu'on appelle la currywurst quand même. Qu'est-ce que c'est mauvais la saucisse allemande au curry. Allez, quoi qu'il en soit, on accueille votre invité, le témoin de la semaine, c'est Thomas Uriez. Bienvenue sur Bonjour. Sud Radio. Vous êtes le président de 1083, première marque à de nouveaux produits entièrement ces jeans en France. Comment vous faites ? C'est ce que vous allez dire à Thomas Binet. Thomas Uriez, avant de lancer votre marque de jeans et de vêtements éco-responsables en 2013, vous teniez une boutique de mode éthique à Romans-sur-Isère. Toute la suite de votre aventure, d'ailleurs, part de votre constat de l'époque, selon lequel la plupart des jeans parcouraient jusqu'à 65 000 km. C'est une valeur qui a été donnée par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, avant d'arriver en boutique. Pour vous, c'était une aberration économique et écologique qui va tout fonder. Exactement, et donc depuis ma petite boutique de Romans-sur-Isère, je me suis dit que le jean pouvait vraiment être un vêtement qui donne envie de consommer différemment, et donc je l'ai lancé en financement participatif. C'était en 2013, c'était le tout début. Bon, vous nous direz tout à l'heure si vous êtes d'accord avec ce que je vais raconter. Du coup, vous créez en 1083 en 2013, et le nom que vous adoptez, d'ailleurs, tout le monde ne le connaît pas forcément en termes d'étymologie, fait référence aux 1083 km qui représentent la plus grande distance possible entre deux villes en France métropolitaine, à savoir de Menton sur la côte d'Azur à Porspoder dans le Finistère. Absolument, l'idée, vraiment le concept, c'est de parler de proximité. C'est en fait quand on est loin des conséquences des choix qu'on fait, on se désengage un peu des choses. Par contre, quand on est prêt, parce que c'est le voisin, parce que c'est des emplois locaux, etc., eh bien ça nous engage, on s'investit dans la démarche. Et du coup, mon défi, c'est de produire des jeans de proximité. Alors l'idée, c'est de créer des vêtements entièrement fabriqués en France, du tissage à la confection, afin de réduire l'empreinte carbone et soutenir l'économie locale. C'est comme ça que vous créez 1083. Exactement, c'est comme ça qu'on crée beaucoup d'emplois, parce que du coup, derrière un jean, toutes les étapes de fabrication, tissage, coupe, confection, délavage, sont réalisées en France, dans des entreprises françaises, avec des employés en France. Donc c'est toute la filière, effectivement, qui se met en œuvre sur le territoire français. Alors vous fabriquez des jeans à partir de coton biologique ou de denim recyclé, tout en favorisant à chaque fois que c'est possible donc les circuits courts et une production
production 100% française et encore, et quand je dis 100% française, il faut peut-être même dire presque locale. Oui, jusqu'à la matière première, on imagine qu'on n'est pas un pays producteur de coton, sauf qu'en fait, si on fait de nos vieux vêtements une source de matière première de coton que l'on recycle et que l'on refile, alors on devient un super producteur de coton. C'était difficile de concevoir tout ça au début? Ah oui, et puis ça l'est toujours. Ouais. C'est vraiment une aventure qui est très longue, qui est au long cours à reconstruire, mais c'est passionnant, c'est plein de gens, plein de rencontres, donc même si c'est difficile, finalement on s'en rend pas compte. Alors beaucoup de Français vous connaissent pour les jeans, mais en fait ça s'arrête pas à ça, 1083. Vous avez toute une gamme de produits. Oui, on fait des t-shirts et on fait évidemment des chaussures. On est basé à Romans-sur-Isère, capitale de la chaussure, donc nos chaussures à nous, ce sont des baskets. Alors, il y a quand même une idée qui traîne toujours dans le collectif, c'est qu'acheter français, made in France, ça coûte cher. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est faux en fait. Quand vous allez dans un supermarché, qui est quand même pas le temple de la vie chère, vous avez plein de produits qui sont très abordables et qui sont made in France. Vous avez au rayon fromage râpé, du fromage râpé d'entrée de gamme, moyenne gamme et haut de gamme, qui sont tous made in France. Et si vous allez au rayon téléphone, ils sont tous made in China et il y en a des très chers. Donc en fait, le pays ne fait pas le niveau de gamme d'un produit. Par contre, en France, on a perdu la volonté, l'ambition de refaire une industrie textile très productive. Et c'est cette ambition de productivité qui va nous faire retrouver des prix de revient très accessibles. Nous, on est aujourd'hui compétitifs, on est au même prix que les jeans de marque, donc entre 100 et 130 euros. Et quand on voit le nombre de jeans de marque dans la rue, on se dit que si déjà ces gens-là privilégient une marque locale, eh bien ce sont des centaines, des milliers d'emplois qu'on va créer en France. Alors comment vous expliquez que les Français pensent que c'est cher? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de communication de la profession du Made in France pour promouvoir justement la qualité, les circuits courts et aussi le prix, du coup? Oui, c'est qu'en fait, on fait pas le parallèle entre l'argent qu'on investit dans un produit et ce qu'on a en retour. En Allemagne, on valorise la Deutsche Qualität. En Suisse, on a le Swiss Made, dont on est fier. Et en France, eh ben, en fait, qu'est-ce qu'on se dit sur le Made in France? Que c'est cher. Alors qu'on pourrait parler des emplois qu'on crée, de la qualité qu'on propose, de la créativité qu'on offre. Et donc, quand on considère tout ça, on en a vraiment pour son argent. Alors, 1083 a beaucoup pris la lumière. Vous avez connu entre 2013 et 2023 une forte croissance, au point d'avoir d'ailleurs 50 000 clients, de réaliser 8 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 70 collaborateurs, et dont la moitié est en production, et d'être rentable. Oui, on l'a été de manière continue de 2013 à 2023. Depuis 2 ans, c'est un peu plus difficile. Avec la crise, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, on souffre. Donc on a eu des problèmes de production avec des sous-traitants qui ont fermé. Mais petit à petit, ça nous a appris à nous organiser différemment. Et on a eu la chance d'avoir toujours une grosse traction, une grande demande commerciale. Donc ça nous protège. Mais notre rentabilité a été mise à mal par les problèmes de notre filière. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs. Cette capacité de pivoter à un moment donné, de se remettre en cause dans son business model, dans sa façon de faire. C'est ce qui vous est arrivé. Alors, par la force des choses, je veux dire, c'est le contexte que vous venez d'évoquer qui l'a imposé, mais c'est la réactivité, la vitesse d'exécution de la modification que vous avez faite derrière. Oui, c'est ça. On est confronté, en fait, à des changements de cap, à un contexte qui évolue. Et donc, si on veut perdurer, il faut évoluer soi-même. Alors, vous avez aussi pris une décision originale, quand même, au démarrage de votre entreprise, il faut le dire. Vous avez refusé de faire des soldes sur vos produits, car cela a un coût environnemental fort et pousse à la surconsommation. Donc, vous voulez éduquer aussi, quelque part. Oui, puis c'est un coût économique. C'est-à-dire que pour baisser les prix, 1 mois sur 6 dans une saison commerciale, eh ben, il faut les augmenter le reste du temps. Oui, bien et donc, sûr. en fait, si faire les soldes augmente les tarifs de nos jeans 5 mois sur 6, ça n'a pas de sens de faire les soldes. Donc nous, on préfère avoir le même prix juste toute l'année. On n'est pas sur un produit saisonnier qu'on consomme plus à telle ou telle période. On consomme de la même manière. Donc en fait, on n'a jamais de surstock. Donc si on n'a pas de surstock et si on n'a pas l'intérêt d'augmenter les prix, alors pour être compétitif, il faut ne pas faire les soldes. Et votre clientèle le comprend ? Absolument, parce qu'en fait, les gens comprennent bien que pour faire moins de 30%, à un moment donné, il faut la marge pour le faire. Bien sûr. Et donc, si on se met pas cet objectif de faire du moins 30%, eh ben, on a un prix intermédiaire entre le prix haut et le plus bas, et du coup, 12 mois sur 12, on est moins cher. Juste pour terminer notre échange de ce dimanche matin, Thomas Hériez, on peut trouver vos produits à quel endroit si on veut acheter Made in France, justement ? Sur notre site internet, 1083.fr, dans nos boutiques à Lyon, Nantes, Grenoble, Paris et Romans-sur-Isère, et on a 130 commerçants qui nous distribuent partout en France. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, puisque vous êtes romanais, d'ailleurs, je le rappelle, Romans-sur-Isère, belle ville de rugby sur Sud Radio. Prochain match pour Valence-Romans, c'est dans 2 semaines. Il y a une trêve en ce moment. Ce sera contre Provence Rugby. Ce sera pas facile d'ailleurs. Ce sera à vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente
Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Mais justement, Thomas, vous nous parlez de quelque chose par quoi est passé notre invité Thomas Uriez. On parle du financement participatif pour les entrepreneurs. Alors Thomas, quand on entreprend, qu'on cherche des fonds, le financement participatif, ça peut être une solution, mais est-ce que c'est vraiment efficace ? Tout dépend du projet, Jean-Marie. Imaginez, vous avez une idée géniale, un produit innovant, forcément, mais pas les moyens de le financer. Alors, plutôt que de convaincre une banque ou des investisseurs, vous allez directement voir le public sur une plateforme de financement participatif. Exactement. Alors, on s'adresse directement aux consommateurs ? Exactement. Allez, je vais vous prendre un exemple. On va prendre l'exemple de Sophie, une passionnée de pâtisserie qui veut lancer une gamme de moules en silicone ultra résistant conçue pour un démoulage parfait. Alors, plutôt que d'emprunter, elle décide de présenter son projet sur une plateforme de financement participatif. Elle montre des prototypes, partage des vidéos de recettes et propose même des éditions limitées aux premiers contributeurs. Résultat, en quelques semaines, elle récolte 60 000 €. De quoi lancer sa première production et valider surtout l'intérêt du marché. Bon, d'accord, mais au-delà de l'argent, ça apporte quoi ? Cette validation du marché, Jean-Marie, si des centaines de personnes soutiennent le projet, c'est qu'il y a une vraie demande. C'est bien parti, quoi. Oui, ça permet d'avoir une étude de marché en direct. Ensuite, une visibilité énorme, une campagne bien menée peut attirer des médias et même des investisseurs. Exactement, Thomas. Donc, c'est pas juste un financement. Non, c'est pas juste un financement. Ça permet de prévoir les choses. Il faut, en revanche, penser qu'il doit y avoir une campagne bien ficelée, une bonne communication et un réseau prêt à relayer l'information. Ouais, ça paraît logique. C'est comme ça que ça a marché pour vous, Thomas Uriez, pour 1083 ? Absolument, c'est plus riche que l'argent, le financement participatif. Formidable, voilà pour le conseil. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de 1083, marque de jeans 100% français. Merci à vous, Thomas Binet. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Pour oser investir, et on va parler des jeunes face à l'épargne. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets.